Quand le soleil se levait sur les champs de cédro d'Oabaé, la rosée perlait encore sur les larges feuilles des plants de manioc. Pour d'autres, ce moment marquait le début d'un nouveau jour. Pour Clara, cela signifiait seulement qu'une nouvelle répétition du même labeur commençait. Elle avait 22 ans, mais son corps ne connaissait pas la jeunesse. À 4 heures du matin, elle se levait, avant même que le coq ne chante, avant même que quiconque dans la maison n'ouvre seulement les yeux. Ses mains étaient rudes, marquées par les coupures et la terre, comme si elle n'avait jamais rien fait d'autre que travailler. C'est la mort de sa mère, sa vie s'était, lentement et presque imperceptiblement, délitée. 5 ans s'étaient écoulés, mais la perte flottait encore dans l'air de la maison, pesante et tacite. La maladie de sa mère aurait pu être soignée. Un médecin, des médicaments, un peu de temps, tout cela aurait suffi. Mais l'argent était quelque chose qui, dans le monde de Clara, n'existait que pour les autres. Après l'enterrement, il ne resta pas seulement le silence, mais aussi un père qui se perdit pas à pas dans l'alcool. Antonio, autrefois calme et fiable, devint un homme dont la voix était imprévisible et dont Clara reconnaissait à peine le regard. Ce matin-là, elle l'entendit déjà crier de l'extérieur, avant même d'atteindre la cuisine. Sa voix était forte, irritée, comme si elle était personnellement responsable de tout ce qui avait mal tourné dans sa vie. « Clara, où est le petit déjeuner ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Elle avait appris que tout retard était considéré comme un manque de respect. Elle laissa donc son panier et se précipita dans la maison, traversant le sol de terre battue, froid et dur, qui lui renvoyait chaque pas à contre-cœur. Dans la cuisine était assise Regina, la femme de son père. Elle faisait partie de cette maison depuis 3 ans, et dès le premier jour, elle n'avait laissé planer aucun doute sur ce qu'elle pensait de Clara. Regina n'était pas cruelle de manière bruyante. Sa cruauté résidait dans ses regards, dans ses commentaires, dans le naturel avec lequel elle traitait Clara comme un être inférieur. Elle avait épousé Antonio pour la terre, pour l'illusion de sécurité. Clara n'avait été pour elle qu'un obstacle, un vestige d'une vie antérieure. Clara posa la casserole sur la cuisinière, versa du lait, agissant avec rapidité et concentration. Pourtant, une petite erreur suffit. Le lait déborda juste un instant. « Incapable !» siffla Regina en lui assénant un coup du plat de la main sur la nuque. Pas assez fort pour laisser des marques, mais assez pour se rappeler à elle. Clara serra les dents. Elle avait appris à ne pas montrer sa douleur. Ici, on ne montrait sa douleur que pour en recevoir davantage. Dans l'encadrement de la porte se tenait Tiago, le fils de Regina. 7 ans, trop jeune pour comprendre, mais assez vieux pour ressentir. Il observait tout avec de grands yeux, ne disait rien, n'osait rien. Parfois, quand personne ne regardait, il se glissait vers Clara et l'enlaçait brièvement, presque en secret. Ces petits gestes étaient quoi la seule chose qui lui rappelait encore l'humanité dans cette maison. Clara servit le petit déjeuner, posa les tasses sur la table, sans rien prendre pour elle-même. Pour elle, la faim n'était plus un état exceptionnel, mais une compagne constante. Ensuite, elle retourna au champ. Le soleil était désormais plus haut. La chaleur pesait sur ses épaules. Elle travailla jusqu'au soir, désherbant, nourrissant les poules, trayant les quelques vaches qui donnaient encore assez pour assurer le quotidien. Quand la nuit tombait, le travail ne s'arrêtait pas. Elle cuisinait, lavait, rangeait. L'ordre n'était pas une question de propreté, mais de survie. La nuit, elle s'allongeait sur une paillasse dans un coin de la salle de séjour.
Elle n'avait pas de chambre à elle, aucun endroit où se retirer. Pourtant, elle avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, ses pensées. En elle, elle revenait sans cesse aux rêves que sa mère lui avait laissés. Lire, apprendre, étudier. Une vie où elle ne serait pas seulement utile, mais reconnue. Ce rêve était discret, fragile, mais il la maintenait debout. Il y a 3 mois, un étranger était arrivé au village. Raphaël. Un jeune homme de la ville, embauché par Antonio comme simple ouvrier. Il parlait différemment, bougeait différemment. Il travaillait dur, mais sans cette dureté obtuse que Clara connaissait chez les hommes d'ici. Surtout, il la traitait avec un naturel qui l'irritait. Il la saluait, attendait, s'adressait à elle avec respect. C'étaient de petites choses, presque invisibles, et pourtant, elles semblaient étrangères à Clara. Ils se parlaient à peine. Pourtant, leurs regards se croisaient parfois. Dans ces courts instants, Clara ressentait quelque chose qu'elle ne parvenait pas à classer. Ni amour, ni promesse. Plutôt la vague intuition que le monde était peut-être plus vaste que cette ferme. À la fin du 3e mois, Raphaël réclama son salaire. Clara était derrière en train de faire la lessive quand elle entendit les voix. Le ton de son père la fit s'interrompre. Elle le connaissait assez pour savoir que cette dispute ne finirait pas bien. En arrivant dans la cour, elle vit Antonio, le visage rouge, chancelant de colère et d'alcool. Regina se tenait à côté, étrangement silencieuse. Raphaël leur faisait face, calme, presque anormalement calme. « Un salaire » ricana Antonio avec mépris. « Tu as mangé ici, tu as dormi ici, cela vaut plus que de l'argent ?» Sa voix devint plus forte, plus agressive. « Et si cela ne te suffit pas, j'ai autre chose. » Puis il pointa Clara du doigt. À ce moment-là, le monde sembla s'arrêter de tourner le temps d'un souffle. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son propre père parlait d'elle, comme s'il s'agissait d'un objet. Quelque chose que l'on transmet quand cela devient encombrant. Sa gorge se noua, sa voix s'éteignit. Raphaël la regarda. Dans son regard se lisait le choc, peut-être aussi le dégoût. « Est-ce qu'elle vient volontairement » demanda-t-il enfin d'une voix ferme, sans crier. Antonio cracha par terre. « C'est ma fille. Je fais ce que je veux. » Ces mots frappèrent marbre Clara plus fort que n'importe quel coup. Non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils montraient à quel point elle comptait peu ici. Raphaël s'adressa directement à elle. « Clara, veux-tu venir avec moi ? Je peux t'offrir une autre vie. » Regina rit doucement. Bien sûr qu'elle y va. Il est temps qu'elle disparaisse. Clara vit Tiago. Son visage était blême, ses yeux pleins de larmes. Dans ce regard résidait tout ce qui la retenait encore et tout ce qui la laissait partir. Elle comprit qu'il n'y avait pas de véritable choix. Rester signifiait continuer à s'effacer. Partir signifiait avoir peur, mais aussi se mettre en mouvement. « Je pars », dit-elle enfin. Les mots lui semblaient étrangers, comme s'ils ne lui appartenaient pas. Raphaël hocha la tête. « Alors va chercher tes affaires. Nous partons aujourd'hui. » Dans la petite pièce qu'elle appelait sa chambre, elle s'effondra. Elle tomba à genoux, pressant sa main sur sa bouche pour étouffer les bruits. Elle emballa le peu qu'elle possédait, un vêtement, un vieux recueil de poésie de sa mère, un mouchoir brodé. 22 ans de vie tenaient dans un sac usé. Dehors, Tiago s'accrocha à elle. « Ne pars pas, » murmura-t-il. Clara le serra fort contre elle. « Je le dois, » dit-elle doucement, « mais je m'en sortirai. » Antonio détourna le regard. Regina se tut. Pas d'adieu, pas un regard. Quand Clara implora une dernière fois de la grâce,
Son père tourna la tête. « Tu n'es plus ma fille ?» Alors elle se redressa. Elle ravala ses larmes et dit à Raphaël « Je suis prête. » En quittant la cour, elle regarda une dernière fois derrière elle. Tiago faisait signe de la main derrière la remise, muet, en pleurant. Clara lui répondit d'un geste et comprit à cet instant qu'elle ne quittait pas seulement un lieu, mais un passé qui l'avait presque détruite. Le chemin quittant Cedro do Abaé était poussiéreux et silencieux. Clara marchait à côté de Raphaël, serrant son sac contre elle comme si elle pouvait y trouver un appui. Aucun des deux ne parlait. Les mots n'auraient Cardo fait qu'alourdir ce qui venait de se passer. Derrière elle se trouvait un endroit qui ne l'avait jamais protégée. Devant elle se trouvait l'inconnu, et c'est précisément là que résidait à la fois la peur et une forme discrète de soulagement. Au bord de la route, ils attendirent le bus. Clara s'assit sur son petit baluchon, le regard fixé au sol. Elle n'osait pas demander où ils allaient exactement. Il lui suffisait de bouger, de ne pas rester sur place. Raphaël l'observait du coin de l'œil. La scène dans la cour ne le quittait pas. Durant toutes les années où il avait travaillé, il avait vu la pauvreté, l'injustice, la dureté. Mais cela l'avait bouleversé. Un père qui réglait sa dette avec sa fille avait, pour lui, franchi une limite. Quand le bus arriva, ils montèrent. Clara s'assit près de la fenêtre. C'était la première fois qu'elle quittait ainsi le village, non pas pour aller au marché, ni pour une course, mais sans projet précis de retour. Le paysage défilait lentement, des champs, des arbres, des formes familières qui se dissolvaient peu à peu. Elle pressa son front contre la vitre, comme pour s'assurer que tout cela restait vraiment derrière elle. « Tu n'as rien à faire que tu ne veuilles pas faire », dit enfin Raphaël à voix basse. « Si, en chemin, tu décides que tu veux aller ailleurs, je te donnerai de l'argent. Tu ne me dois rien. » Clara tourna la tête vers lui. Ses paroles la déconcertèrent. Dans son monde, l'aide impliquait toujours une contrepartie, visible ou cachée. « Où pourrais-je aller ?» demanda-t-elle sincèrement. « Je ne connais personne. » Raphaël garda le silence un instant. « J'ai un endroit modeste à São Paulo, » dit-il ensuite. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sûr. Tu pourras y rester jusqu'à ce que tu saches ce que tu veux. » Sécurité. Le mot sonnait étrangement. Clara hocha lentement la tête. C'était tout ce qu'elle pouvait donner pour le moment. Le trajet dura des heures. Clara n'était jamais restée aussi longtemps dans un véhicule. Les champs devinrent des banlieues, les banlieues des rues, les rues un réseau inextricable de lumière et de bâtiments. En entrant dans la ville, ses yeux s'écarquillèrent. Tout était plus grand, plus bruyant, plus rapide. Les gens se déplaçaient comme s'ils avaient un but qu'ils connaissaient. Les voitures klaxonnaient, les voix se mélangeaient, et même en plein jour, tout semblait briller. « Est-ce que tout ça, c'est São Paulo ?» demanda-t-elle doucement. « Seulement une partie, » répondit Raphaël. Clara déglutit. Une partie d'elle voulait se faire toute petite, devenir invisible. Une autre partie, qu'elle connaissait à peine, ressentait quelque chose qui s'apparentait à de la curiosité, peut-être même de l'espoir. Ils continuèrent leur route, s'enfonçant plus profondément dans la ville. Clara ne savait pas si elle entrait dans une nouvelle vie ou simplement dans une autre forme d'incertitude. Mais pour la première fois depuis longtemps, personne n'avait décidé pour elle, sans au moins lui demander son avis. Et cela changeait tout. La petite maison où vivait Raphaël se situait à l'arrière d'une grande propriété. Clara remarqua le portail en fer, les allées entretenues, la richesse silencieuse qui ne s'imposait pas, mais se faisait sentir partout. Elle ne dit rien.
L'émerveillement lui semblait dangereux, comme si elle n'en avait pas le droit. Raphaël ne la conduisit pas à la grande maison, mais passa sur le côté, là où les bruits de la ville s'étouffaient. La porte de la petite maison s'ouvrit, et Clara resta un instant immobile. La pièce était sobre mais propre. Un sol sans fissure, des murs peints, un canapé, une cuisine, 2 portes menant à des chambres séparées. Pour quelqu'un qui avait dormi sur de la terre battue, ce n'était pas un détail, mais une promesse. Elle entra avec précaution, comme si elle risquait de briser quelque chose. « C'est ta chambre », dit Raphaël en ouvrant l'une des portes. Un lit, une armoire, une fenêtre donnant sur le jardin. Rien de plus. Et pourtant, cela lui semblait prodigieux. « Je dors dans l'autre pièce », ajouta-t-il, comme s'il avait deviné ce qui se passait en elle. Clara se tourna vers lui, confuse. Dans son esprit, elle avait été vendue. Elle s'était attendue à ce que ce nouveau lieu apporte de nouvelles exigences. « Tu n'attends rien de moi ?» demanda-t-elle à voix basse. Raphaël la regarda calmement. « Non, tu n'es pas une propriété. Tu restes ici parce que tu le veux. Et si un jour tu souhaites partir, tu partiras. » Ces mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Non pas par la douleur, mais par quelque chose qui s'ouvrait avec prudence. La dignité. Un mot qu'elle connaissait, mais qu'elle n'avait jamais vécu. Elle s'assit sur le lit, comme si ses jambes devaient d'abord apprendre qu'elles avaient le droit de la porter, sans avoir à se justifier. Dans les jours qui suivirent, rien d'extraordinaire ne se produisit. Et c'était précisément cela qui était extraordinaire. Raphaël partait au travail le matin et rentrait le soir. Il demandait si elle avait besoin de quelque chose et acceptait son silence tout autant que ses questions hésitantes. Clara tenait la maison propre, non par devoir, mais par le besoin de rendre quelque chose. Elle mangeait sans se cacher. Elle dormait sans craindre un appel nocturne. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans la petite cuisine, elle finit par lui poser la question qui la préoccupait depuis leur départ. « Pourquoi m'aides-tu » Sa voix était calme, mais tout tremblait en elle. Raphaël posa le livre qu'il lisait. « Parce que personne ne devrait être traité ainsi, » dit-il simplement. « Et parce que tu es plus que ce que l'on a fait de toi. » Clara baissa les yeux. Une partie d'elle voulait contredire, voulait dire qu'elle n'avait rien de spécial. Mais une autre partie commençait à comprendre que cette voix n'était plus la vérité, mais seulement le passé. Cette nuit-là, elle dormit longtemps. Et pour la première fois depuis des années, elle ne rêva pas de s'enfuir, mais de rester. Avec le temps, le regard de Clara sur le monde commença à changer. Pas de manière abrupte, pas comme un miracle, mais lentement, presque imperceptiblement. Chaque matin dans la petite maison était un exercice pour apprendre à se connaître à nouveau. Elle se réveillait sans se faire hurler dessus. Personne ne contrôlait ses pas, personne ne comptait ce qu'elle mangeait. Ce silence était au début déroutant. Il sonnait creux, comme si on lui avait enlevé quelque chose qui l'avait accompagné toute sa vie, même s'il s'agissait de souffrance. Raphaël ne la pressait de rien. Il parlait peu de lui laissait l'espace de poser des questions ou de se taire. Parfois, ils s'asseyaient simplement l'un à côté de l'autre, partageant un repas sans grande conversation. Pour Clara, c'était cela la nouveauté. Une proximité sans exigence, une attention sans désir de possession. Un soir, alors qu'ils débarrassaient à la table ensemble, Raphaël lui demanda nonchalamment si elle voulait travailler. Pas pour lui, mais pour elle.
la cuisinière de la grande maison, avait démissionné. Son employeuse cherchait quelqu'un en qui elle pourrait avoir confiance. Clara sentit immédiatement un pincement au cœur. Elle ne connaissait le travail que sous forme d'exploitation. Le travail n'avait jamais été synonyme de liberté. « Je sais cuisiner des choses simples, » dit-elle prudemment. « Rien de spécial. » Raphaël eut un léger sourire. C'est souvent plus suffisant qu'on ne le pense. Le lendemain, elle l'accompagna à la grande maison. Clara portait ses meilleurs vêtements, sobres, propres, et pourtant elle se sentait de trop. Le sol brillait, les pièces semblaient plus vastes que tout ce qu'elle connaissait. Elle gardait le regard baissé, par vieille habitude. La maîtresse de maison, Teresa, l'accueillit avec amabilité, mais d'un œil scrutateur. Clara cuisina comme elle l'avait toujours fait. Sans recette, sans technique, seulement au sentiment. Quand Teresa goûta, son expression changea. Pas d'arrogance, pas de condescendance, juste de l'intérêt. « Vous pouvez commencer demain, » dit-elle enfin. Sur le chemin du retour, Clara resta silencieuse. En elle se mêlaient la joie et la peur. Pour la première fois de sa vie, elle serait payée pour son travail. Pour la première fois, quelque chose lui appartiendrait. Et en même temps, elle craignait que tout ce qui commençait bien finisse tôt ou tard par exiger un prix. Raphaël remarqua sa tension, mais ne dit rien. Il savait que certains pas devaient être franchis seuls. Clara comprit ce soir-là qu'elle n'avait plus été seulement sauvée. Elle commençait à se mouvoir par elle-même. Et c'est précisément là que résidait quelque chose de nouveau, à la fois dangereux et puissant. La responsabilité de sa propre vie. Le travail dans la cuisine de la grande maison changea les journées de Clara. Non pas parce qu'elles devenaient plus faciles, mais parce que, pour la première fois, elles avaient un début et une fin bien définis. Le matin, elle passait le portail. Le soir, elle revenait. Entre les deux, il y avait du travail, du vrai travail, pour lequel elle était rémunérée. Chaque fiche de paie lui semblait irréelle, comme si quelqu'un avait écrit son nom dessus par erreur. Tenir entre ses mains de l'argent qui lui appartenait la rendait à la fois fière et prudente, comme si elle devait apprendre à le gérer sans se perdre elle-même. Teresa la traitait correctement, parfois même chaleureusement. Il y avait des règles, des attentes, mais pas d'humiliation. Clara travaillait avec concentration, presque en silence, et ses plats étaient appréciés. Les éloges l'irritaient plus que les reproches. Elle ne savait pas quoi en faire. Le soir, elle en parlait à Raphaël, brièvement, factuellement, comme s'il s'agissait de quelque chose qui ne devait pas devenir trop important. À cette période, elle commença aussi à apprendre. D'abord lentement, avec des livres simples, puis avec des cours pour adultes. Lire n'était plus un acte secret, mais quelque chose de public, quelque chose d'autorisé. Quand elle s'asseyait à table le soir et reliait des lettres pour former des phrases, elle ressentait une joie discrète qui n'avait rien à voir avec la gratitude, mais avec l'estime de soi. Raphaël observait ce changement avec réserve. Il l'aidait quand elle demandait et se taisait quand elle se taisait. Entre eux grandissait quelque chose qui ne pouvait être nommé. Pas de grands gestes, pas de promesses. Juste une confiance croissante qui rendait Clara prudente. Elle avait appris que la proximité exigeait souvent un prix. Un jour, elle remarqua les regards de Marcelo, le fils de Teresa. Il n'était pas ouvertement hostile, ni direct. Mais il s'attardait trop longtemps, la suivait dans la pièce, cherchait une proximité là où il n'y en avait pas besoin. Clara connaissait ce regard. Il n'avait pas changé.
Seul l'environnement était différent. Elle gardait ses distances, répondait poliment, brièvement. Marcelo commença à lui parler, d'abord par hasard, puis de manière plus ciblée. Il l'interrogeait sur ses projets, sur ses rêves. Il parlait de possibilités, d'argent, de voies qui menaient plus vite que l'apprentissage et la patience. Clara écoutait sans répondre. En elle s'éveillait quelque chose d'ancien, un instinct qui l'avertissait. Quand il devint finalement plus explicite, elle comprit immédiatement de quoi il s'agissait. De l'aide contre de la proximité. Une ascension contre de la disponibilité. C'était la même logique qu'elle avait connue à Cedro do Abaé, mais mieux emballée. Clara sentit le froid monter en elle, non plus de la peur, mais de la clarté. « Non », dit-elle calmement. Marcelo sourit, comme s'il n'avait rien attendu d'autre. « Réfléchis-y », répondit-il. « Le monde fonctionne ainsi. » Ce soir-là, Clara resta longtemps immobile dans la petite maison. Elle pensa à son père, à la ferme, au moment où l'on avait décidé pour elle. Et elle réalisa qu'elle n'était plus la même. Pour la première fois, elle n'était pas l'objet d'une offre, mais celle qui refusait. Elle n'en dit rien à Raphaël, pas encore. Mais en elle grandissait la certitude que la vie la mettait à nouveau à l'épreuve, et que cette fois, elle n'était plus prête à se laisser racheter. Le lendemain matin, Teresa demanda à Clara un entretien. Le ton était calme, presque bienveillant, mais Clara sentit immédiatement la tension sous-jacente. Elle s'assit à la table, les mains jointes, le dos droit. Autrefois, elle aurait baissé les yeux. Maintenant, elle ne le faisait plus. Teresa parlait lentement, avec circonspection. Elle mentionna l'intérêt de Marcelo, ses soucis, son avenir. Puis elle parla d'opportunités, de sécurité, d'une vie sans privation. Ses paroles étaient terne et douces, mais le fond était dur. Raphaël, disait-elle, était un homme bon, fiable, honnête. Mais il avait des limites que Clara ressentirait un jour. L'argent n'était pas une question accessoire, ajouta-t-elle, mais une porte. Et son fils pouvait ouvrir ces portes. Clara écoutait sans l'interrompre. À chaque phrase, il lui apparaissait plus clairement ce qui se jouait là. C'était la même scène que jadis dans la cour de son père, mais sans cris, sans alcool, sans brutalité apparente. Au lieu de cela, elles étaient assises à une table propre, buvant du café et parlant d'avenir. Pourtant, le noyau était le même. Elle devait être choisie, échangée, réaffectée. Quand Teresa finit par se taire, Clara répondit doucement mais avec fermeté. Elle dit qu'elle aimait Raphaël, qu'elle voulait suivre son propre chemin lentement, par le travail et l'étude. Qu'elle ne cherchait pas de raccourci qui la rendrait à nouveau dépendante. Teresa soupira, non pas de colère, mais plutôt de déception. Elle parla d'ingratitude, d'occasion manquée, de naïveté. Clara se leva. Ses jambes tremblaient légèrement, mais elle resta debout. « Je ne suis pas une offre, » dit-elle. Il n'en fallait pas plus. Le soir, elle raconta la conversation à Raphaël. Elle s'attendait à de l'énervement, peut-être de la déception. Au lieu de cela, il l'écouta tranquillement. Quand elle eut fini, il ouvrit un dossier qu'il avait longtemps laissé de côté. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des chiffres, des sommes qui coupèrent le souffle à Clara. Il n'expliqua pas grand-chose, juste qu'il avait économisé, investi, planifié, qu'il voulait une vie qu'il construirait lui-même et qu'il voulait partager cette vie avec elle, si elle le voulait aussi. Pas de pression, pas d'achat, pas de marchandage. Une décision. Clara regarda les chiffres, puis lui. Pour la première fois,
Elle comprit que la sécurité ne naissait pas de la richesse, mais de l'attitude. Elle ferma le dossier et le repoussa. Pas comme une issue, dit-elle. Comme un avenir, ensemble. Raphaël hocha la tête. À cet instant, Clara sut qu'elle n'était plus une rescapée. Elle était enfin elle-même. Il ne s'écoula que quelques jours avant que quelque chose ne change. Teresa et Marcelo gardèrent leur distance, de manière presque trop évidente. Les regards, les conversations, même les tensions tacites avaient disparu, comme si quelqu'un avait tracé une ligne. Clara le remarqua, mais ne dit rien. Elle avait appris que le calme était parfois trompeur. Un soir, Raphaël rentra plus tôt à la maison. Il semblait recueilli, mais pas serein. Il s'assit face à elle, prit son temps avant de parler. Clara sentit que quelque chose allait arriver, quelque chose de plus grand que tout ce qui avait précédé. « Je ne t'ai pas tout dit », commença-t-il. Sa voix était ferme, mais pas défensive. Il parla de la famille, de la propriété, de l'entreprise qui portait son nom, de la mère qui n'était pas son employeuse, du frère qui n'était pas seulement le fils de la maison. Il le dit sans orgueil, sans justification, simplement comme un fait. Clara écoutait, immobile. Les mots s'assemblaient lentement, comme une image que l'on aurait regardée de trop près pendant trop longtemps. L'agent de sécurité, la petite maison, le pouvoir avec lequel Teresa demandait soudain pardon. Tout prenait sens et faisait mal en même temps. « Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin. Ce n'était pas une accusation, plutôt de l'épuisement. Raphaël la regarda. « Parce que je voulais savoir qui resterait à mes côtés quand rien n'est visible, » dit-il. « Et parce que je voulais te protéger de mon monde, de ce que l'argent fait des gens. » Clara resta longtemps silencieuse. Une partie d'elle se sentait trompée. Une autre reconnaissait la peur derrière tout cela. Elle pensa à son père, à Marcelo, à tous les hommes qui voulèrent la posséder dès qu'ils voyaient quelque chose en elle. Raphaël s'était caché pour éviter précisément cela. « Tu ne m'as rien donné pour me retenir, » dit-elle lentement. « Tu m'as donné de l'espace pour choisir. » Raphaël hocha la tête. « Et j'accepterai chaque décision. » Clara se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta. « Alors nous recommençons à zéro, » dit-elle, sans mensonge, mais aussi sans palais. Raphaël sourit pour la première fois de la soirée. Non pas de soulagement, mais de gratitude. À cet instant, Clara sut que la vérité n'est pas toujours au début. Parfois, elle ne vient que lorsqu'on est assez fort pour la porter. 6 mois plus tard, le petit restaurant sentait l'huile chaude, les herbes et quelque chose que Clara n'avait pas connu depuis longtemps. L'appartenance. Elle avait insisté pour commencer modestement. Pas de grosse fortune, pas d'éclat éphémère. Juste un lieu qu'elle façonnait de ses propres mains. Raphaël accepta sans hésiter. Il ne se mettait pas en avant, s'occupant des chiffres, des livraisons, des autorisations. Elle se tenait en cuisine, calme, concentrée, comme si elle y avait toujours appartenu. Les clients arrivèrent lentement, puis plus fréquemment. Ils venaient pour la cuisine, restaient pour l'atmosphère. Clara cuisinait comme elle l'avait appris, honnêtement, sans artifice. Chaque plat portait des traces de son passé, mais plus aucune amertume. Le soir, quand ils fermaient la boutique épuisée, ils s'asseyaient l'un à côté de l'autre et ne disaient pas grand-chose. Cela suffisait. Parallèlement, Clara commença ses études. C'était épuisant. Des journées de travail, des nuits de lecture. Parfois, elle doutait, non pas d'elle-même, mais du temps qui lui manquait. Raphaël ne la pressait jamais.
Il lui rappelait seulement pourquoi elle avait commencé. Non pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un, mais pour ne pas se perdre elle-même. Un jour, une lettre arriva de Cedro do Abaé. Elle reconnut immédiatement l'écriture de son père. Il écrivait ses regrets, sa solitude, ses erreurs. Il parlait aussi d'un enfant qui vivait encore là-bas, dans la même maison, avec les mêmes structures. Clara lut la lettre plusieurs fois, puis elle la mit de côté. Elle répondit calmement, sans colère. Elle écrivit qu'elle aiderait, financièrement, à distance, mais qu'elle ne pourrait pas revenir. Pas maintenant. Peut-être jamais. Les années passèrent. Clara termina ses études. Elle travailla dans des communautés qui ressemblaient à ses origines, non par devoir, mais par conviction. Elle savait ce que l'impuissance signifiait. Et elle savait à quel point une seule personne pouvait compter quand elle ne détournait pas le regard. Un soir, il se tenait sur une colline surplombant la ville. Raphaël lui tendit une clé. Pas une grande demeure, pas un symbole de triomphe, juste un endroit où l'on pouvait enfin arriver. Clara posa sa main sur son bras. Puis elle dit calmement, presque avec un sourire, qu'ils attendaient un enfant. Raphaël ne répondit pas tout de suite. Il l'enlaça simplement, fortement, avec précaution, comme s'il avait compris que le bonheur n'a besoin de rien de bruyant. Clara pensa à la ferme, à la jeune fille qu'elle avait été, à tous ces moments où d'autres avaient décidé pour elle. Et elle sut, ce n'était pas la richesse qui l'avait menée ici, mais la capacité de dire non, et un jour de dire oui par libre choix. L'histoire ne se terminait pas par la richesse ou la vengeance, elle se terminait par la dignité et par une vie qui n'avait pas été achetée.